Catherine Dazy-Rivière, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de répondre aux questions de chersclient.tv, aux questions sur la relation client qui concerne votre entreprise qui est France Farine. Alors d'abord, parlez-nous de France Farine en quelques mots. France Farine, c'est une très jolie, très belle PME qui s'est créée au tout début des années 60 avec un objectif qui était celui de commercialiser de la farine en France, d'où le nom de France Farine. Et puis les gens qui étaient à l'origine de cette démarche se sont dit que ça serait bien d'avoir une marque. Ils ont contracté France Farine pour faire Francine. Et cette marque est née à cette occasion-là. Ce sont les farines Francine, voilà, on connaît tous. Exactement. Et on fait des gâteaux grâce à vous. On fait des gâteaux, on fait des crêpes, on fait du pain, on fait plein de choses. D'accord. Alors vous-même, vous êtes directrice du marketing et du développement. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivée à faire du marketing et du développement et comment vous avez fait du marketing et du développement pour France Farine? J'ai fait du marketing et développement parce que c'est mon métier, j'allais dire depuis que je suis tombée dans la marmite étant petite. Ouais. Presque en fait, je fais mes études de commerce universitaire, je suis une dauphinoise. J'ai été au bout de cette structure qui m'a beaucoup passionnée, donc j'ai fait un DEA et plein de choses. Et j'ai fini par une thèse en marketing agroalimentaire. Donc je suis tout naturellement rentrée dans le marketing agroalimentaire à l'époque. J'étais aux États-Unis en stage et puis après je suis rentrée en France. Je travaillais chez Pernod Ricard et puis de fil en aiguille dans les boîtes de marketing agroalimentaire. J'ai fait quelques sorties en dehors de cet univers-là dans des choses excessivement formatrices, genre Internet au moment de la bulle, parce qu'il y avait à mon avis plein de choses à apprendre et j'ai appris plein de trucs. Et puis je suis retournée à mes premières amours et ça doit faire maintenant plus de 6 ans que je suis au marketing de Francine. Très bien. Alors là, ici, nous on est tout à fait concentré sur la notion de relation client. Les clients de Francine, pour vous, c'est qui? Alors, étymologiquement, pour moi, mes clients, ce sont les groupes de distribution qui achètent nos produits, qui les revendent. Donc là, on est dans une logique de B2B. Mais ce qui m'importe le plus, c'est ma consommatrice finale, ma Madame Michu préférée. Et donc, on est en B2B2C, en fait. D'accord. Donc, on est beaucoup avec plus... aussi des professionnels, vous avez des produits qui s'adressent aux... Non, quasiment pas, à peine, vraiment à peine. Vraiment, c'est la grande conso et rien que la grande conso. Donc, la logique de la relation client, pour moi, est une relation consommateur. Ce qui me préoccupe au niveau de la relation client, c'est avant tout la relation consommateur. Donc, vous avez des intermédiaires, dont vous êtes un peu dépendant. Et donc, vous allez vous y associer, essayer de... Alors, ce qui est intéressant pour vous, d'abord, c'est comment est-ce que vous définiriez la bonne relation client avec vous avez dit votre consommatrice. J'imagine que ce sont vos consommateurs dans leur ensemble, les hommes et les femmes qui... Et alors, comment est-ce que vous estimez ou comment vous définiriez une bonne relation avec eux? Pour moi, c'est lui mettre à disposition, là où elle fait ses courses, et ça commence comme ça, le produit dont elle a besoin ou dont elle a envie et qui lui donnera tellement satisfaction qu'elle aura envie de le racheter derrière. Donc c'est le produit qui va se battre un peu tout seul? Non, c'est déjà lui mettre à disposition, ça veut dire très clairement avoir la DV suffisante sur les produits qu'elle aime. D'accord. Donc on a des fois des courriers consommateurs qui nous demandent où est-ce qu'on trouve tel produit. Alors c'est des produits qu'on a arrêtés qui nous plaisaient énormément, donc frustration, ou au contraire des produits qui pour des raisons X ou Y ont été en rupture, etc. Donc ça commence comme ça. C'est le service après-vente. C'est lui assurer la présence, lui assurer la capacité. Si elle adore faire des crêpes au sarrasin avec la préparation pour crêpes au sarrasin, il faut qu'elle la trouve. Et si le jour elle fait ses courses chez Champion, elle faut la trouver chez Champion. Et le jour où elle est dans son petit Monoprix de quartier, elle doit aussi trouver son petit Monoprix de quartier. Ça va jusque-là. Donc déjà, après, le produit adapté et sa disponibilité. Il doit être disponible, il doit correspondre à ses attentes, il doit être de bonne qualité et correspondre suffisamment à sa satisfaction lors de l'achat, du goût, de la facilité de mise en œuvre, etc., qu'elle va avoir envie de le racheter derrière. D'accord. Alors, du point de vue de tout ça, pour vous en assurer, comment ça se passe? Votre client achète son produit, il en est content ou il n'en est pas content. Comment vous gérez ça? Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place? Comment je le suis?
Comment je le mesure? Voilà, parce que si vous dites là, c'est qu'il est le bon produit au bon endroit, comment vous le mesurez ça? Avant tout, c'est du panel, c'est-à-dire que on va, c'est une foultitude de choses. Puis c'est surtout, au bout d'un moment, une conviction personnelle, une opinion. C'est-à-dire que j'estime que je vais pouvoir mesurer sa capacité à trouver le produit par un indicateur qui s'appelle l'ADV et que j'achète au panéliste, enfin mon panel quand c'est un distributeur. Idem au niveau de ma part de marché, c'est-à-dire que ma part de marché progresse, c'est que quelque part, en volume, hein, c'est que quelque part mes consommateurs, etc. Après, c'est des informations panel consommateurs sur les taux de pénétration. Enfin, il y a une foultitude de chiffres qui sont à disposition des gens de marketing grande conso qui permettent d'ajuster, qui permettent de suivre ça. Puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a quelque chose qui s'appelle le courrier consommateur. Les gens vous écrivent. Les gens m'écrivent. Ils écrivent à Francine. Pour se plaindre? Pour à moitié, je dirais que sur 100 lettres conso, et je les suis de manière vraiment très précise, j'aurais à peu près la moitié de ce que j'appelle de la réclamation. Donc il y a quelque chose qui ne leur a pas plu, ou la moitié qui va être de ce que j'appelle des courriers positifs, donc de la demande de recettes. Ah, j'aimerais beaucoup trouver telle recette, est-ce que vous pouvez, etc. La demande d'information, les satisfactions. Quand on a lancé des nouvelles gammes de farine à pain, on a reçu plein de courriers, genre c'est fantastique, c'est génial. Enfin, c'est un mélange, c'est plein de choses. Parce que les gens font leur pain. Ah oui, oui, oui. Avec des machines à pain. Avec des machines à pain ou à la main, leur main. Ouais. Et donc, ils ont la satisfaction d'avoir la bonne odeur du pain chez soi, c'est génial. Et alors, là, on parle de courrier. Qu'en est-il des nouveaux supports de communication, le téléphone, qui ne sont pas si nouveaux que ça, l'Internet, qui sont plus nouveaux? Alors, on n'a pas de numéro de téléphone sur nos emballages, mais on reçoit des coups de téléphone consommateurs, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument nous joindre. Il arrive que nous, on les appelle quand il y a une réclamation, il y a quelque chose qui est suffisamment étonnant pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Donc on va, quand on a l'adresse, chercher un numéro de téléphone, j'ai une assistante qui passe vraiment beaucoup de temps là-dessus. Il y a vraiment une relation qui va se faire de manière très, très précise. On a un site internet, bien évidemment, qui est le plus ouvert vers ce qu'ils attendent, c'est-à-dire avant tout du conseil de la recette, du truc, de l'astuce. Je vais dire j'ai honte, non, j'ai pas honte du tout. On n'a pas la possibilité aujourd'hui sur ce site de poster un message, de nous questionner. Ah, pourquoi vous n'avez pas honte? J'ai pas honte parce que j'ai une bonne raison pour ne pas le faire, qui est que c'est facile de mettre une adresse écrivez-nous à, c'est beaucoup plus difficile d'assurer la réponse correcte, autre que par un message tout fait, dans un temps raisonnable. C'est-à-dire qu'on est dans l'immédiateté sur le net, hein, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Quand on poste une commande sur le net, on a l'impression que le coursier va être derrière la porte à vous répondre. Enfin, c'est immédiat. Ouais. Quand on écrit, on s'attend à recevoir une réponse sous huitaine, quinzaine, ce qui est à peu près le délai de réponse. Sur Internet, on doit avoir la réponse demain. Or, nous, on n'est pas staffé. J'ai pas les moyens aujourd'hui, j'ai pas envie, sur mon budget de fonctionnement, de dépenser beaucoup plus pour pouvoir aller au-delà de ça. Et ça risque surtout d'être contradictoire. Oui, alors donc ça peut être frustrant. Et si on le fait, ça va être contradictoire avec la qualité de la réponse. Ça va encore une fois être la réponse, on est désolé, gna 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 gna, puis point barre, quoi. Et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Alors, donc pour l'instant, je pense qu'on va tester quand même. Mais... Ah oui. Et alors, vous avez peut-être étudié le phénomène des wikis, oui. C'est-à-dire l'équivalent de Wikipédia dans les univers, etc. L'univers de wiki des gâteaux et des crêpes et du pain, est-ce qu'il existe? Il existe à travers les blogs, déjà aujourd'hui. Oui. Il existe à travers les blogs. Nous avons, quand on a lancé les farines à pain, développé un forum spécial pain. Et donc les forumistes, entre elles, échangent des trucs, des recettes. Oui, il existe une certaine façon, oui. Alors vous êtes, quelle est l'attitude de l'entreprise par rapport à celle de la marque? Elle se positionne, elle intervient sur le forum en disant pas du tout, attendez, le modèle arrive, etc. Non. Et vous observez? On observe, on observe, on leur a mis à disposition parce que c'était vraiment un besoin. C'est-à-dire que c'est impressionnant, mais quand les femmes font leur pain, c'est souvent des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, c'est très viscéral. C'est vraiment
C'est une partie de soi-même, hein. On fait du pain pour se faire plaisir, c'est un vrai don qu'on fait en même temps. Hein. Quand on fait des groupes consommateurs et qu'elles parlent du pain, elles ont souvent ce geste-là, hein, comme si elles se prenaient les tripes pour l'offrir. C'est beaucoup plus impliquant, par exemple, que de cuisiner, qui est déjà très impliquant. Enfin, quand on reçoit des amis, c'est très impliquant de cuisiner. On donne de son temps, on donne de son énergie. C'est pas neutre. Hein, voilà. C'est impliquant de faire un gâteau, mais le pain, c'est au-delà. Ça a une dimension, mais vraiment très 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 forte. Donc elles sont à la recherche. Quand le pain rate, c'est un drame absolu. Donc il faut qu'elles comprennent pourquoi. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer. On a mis la levure au contact du sel ou des choses comme ça. On a des modes d'emploi très précis sur nos emballages, mais bon, il peut y avoir une erreur. C'est vraiment très 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 important pour elles. Et donc c'est pour ça qu'au démarrage, on a fait ce forum. Puis elles sont à la recherche de plein de trucs. Donc elles échangent sur moi je fais ceci, moi je fais cela. La bonne marque de machine. La bonne marque de machine. À quel moment entre elles font plein de choses. Enfin, puis en même temps il y a un côté communautaire, donc les gens papotent entre eux. Voilà. Ah oui, donc ça, et ça on a n'est changé. pas inclusif, et on est surtout pas. Donc on a une espèce de modération, on a eu très peu d'attaques dessus, mais vraiment très très peu. Et c'est toujours a posteriori, encore une fois, on n'a pas les moyens en fait de vérifier. Donc les gens postent leurs messages, et s'il y a vraiment des choses obscènes ou qui sont en dehors de la moralité publique, on les supprime, mais ça s'arrête là. Alors la communauté des utilisateurs de farine, en quoi est-ce qu'ils ont contribué à faire évoluer le produit Francine ou la marque Francine? La communauté, je sais pas. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Est-ce que quand vous observez tous ces forums, est-ce que ça vous a conduit à modifier votre produit, par exemple? Ou les emballages, ou la formation? Non, au fil du temps, disons pour moi les forums c'est une information parmi tant d'autres. C'est un élément d'information. C'est un peu comme, encore une fois, quand on fait des réunions de groupe, on va en profondeur chercher quelque chose, une information. Maintenant, c'est absolument pas représentatif de l'ensemble de la population. Donc, il faut se dire, voilà, c'est une tendance, mais ça, c'est le rôle de toutes les marques. Hein. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Il faut accepter qu'on dise que votre produit il est bon, mais qu'aussi il n'est pas bon, que ceci, que cela. C'est la démocratie directe. Alors, si on dit le produit n'est pas bon, et vous allez faire quelque chose. Vous allez essayer de comprendre en quoi il n'est pas bon, pourquoi il faut est-ce que vous n'allez pas continuer à commercialiser un produit dont les gens disent qu'il n'est pas bon? Alors, encore une fois, c'est pas forcément représentatif. Ça peut être un avis, deux avis, etc. Donc, parallèlement à ça, nos produits sont testés, sont archi-testés, sont mesurés, sont quantifiés, sont mis justement en test quantitatif consommateur. Ça nous arrive d'envoyer des produits à nos forumistes pour avoir leur avis dessus avant le lancement. Par exemple, si on a plusieurs variétés à choisir, ça nous arrive. Mais c'est un avis parmi tant d'autres. Très bien. Et donc, la relation avec ce client, pour vous, comment vous le voyez évoluer? Comment vous la voyez évoluer dans les années à venir? Vous pensez que ça va se passer comment, Francine, par rapport à ses consommateurs? Je ne sais pas si Francine, par rapport à ses consommateurs, va être tellement atypique par rapport à une marque, disons une marque de produits alimentaires, par rapport à ses consommateurs. Je pense qu'on est dans un environnement économique où aujourd'hui les marques ont du souci à se faire, parce que les temps sont difficiles, parce que la distribution en train de mettre en place LME, pour plein de raisons. Donc effectivement, il va falloir aller sur des choses encore plus poussées, encore plus justifiées en fait. Puis peut-être encore plus avec plus de bon sens. Je pense qu'on ne va pas être amené à faire des segmentations outrances, par exemple, peut-être à revenir à des fondamentaux, des choses comme ça. Enfin là, c'est un peu philosophique. Et comment est-ce que vous mesurez, on parle souvent le succès en matière de relations clients, c'est de générer de la fidélité. Cette fidélité, elle est souvent analysée à travers le niveau d'attachement des consommateurs à une marque. Oui, alors là, sur Francine, il est quasiment... il est énorme, ce niveau d'attachement. Il n'est pas quantifiable, mais il est énorme. Et j'ai un exemple qui est très précis, c'est un cauchemar pour nos sociétés d'études, quand on veut, en quantitatif, interroger des non-consommateurs de Francine.
Quand on veut faire... On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. C'est surréaliste. Oui. Et c'est pas le chivas, hein, c'est la farine. Donc c'est pas je me projette, j'ai pas un statut social derrière la marque. C'est simplement parce que l'attachement à la marque est très très fort. Oui. Et c'est pas un secret, on a un peu plus de 36% de part de marché en volume devant les marques distributeurs et devant les premiers prix, ce qui est le cas de beaucoup de marques alimentaires. Enfin, en général, c'est le total des marques alimentaires qui font 35-36, là on est la seule marque quasiment, donc c'est plus ça. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui achètent autre chose. Mais en fait, elles ont un tel attachement à la marque qu'elles ont l'impression d'acheter que ça. Et elles sont consommatrices de Francine, mais de temps en temps, elles zappent. C'est-à-dire que devant le rayon, pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vais prendre un produit moins élaboré, moins cher, etc. Mais elles sont convaincues d'être consommatrices de Francine. Donc l'attachement est très fort. Oui. Après, c'est à nous à faire en sorte que elles savent que la marque est meilleure et mieux. Et c'est à nous à leur expliquer et à les convaincre surtout qu'elle est mieux, mais que du coup, elle devient nécessaire, nécessaire et suffisante à la fois, quoi. Peut-être vous demander de trahir un secret, mais c'est une chose que je ne sais pas. On a toujours le sentiment que les marques de distributeurs, c'est fabriqué par les marques alimentaires, et simplement on change le packaging, c'est le même produit à l'intérieur, et qu'à la limite, pourquoi racheter le produit de la marque alimentaire si la marque distributeur c'est le même produit à l'intérieur? Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Les usines de Renault fabriquent, avec le personnel de chez Renault, des voitures toutes petites, des Clio, des Mégane, des Laguna, et peut-être sur les mêmes sites, je ne sais pas, je ne crois pas, je connais rien. On n'est pas tout à fait le domaine alimentaire, mais je vais essayer de faire le lien. C'est-à-dire qu'un site de production peut fabriquer dans ces mêmes usines des produits de qualité différente. Et je crois que vous avez la réponse à votre question. Voilà. Alors, je ne parlerai pas spécifiquement pour Francis, j'ai travaillé dans beaucoup de sites alimentaires. Certaines fabriquaient des marques distributeurs, d'autres ne fabriquaient pas des marques distributeurs, mais il y a quelque chose qui s'appelle un cahier des charges. Et des spécifications produits, et c'est ce qui fait la différence en général. Alors sur certains produits c'est très simple, parce qu'il suffit de goûter, on se rend compte tout de suite que le goût n'est pas le même. Sur d'autres c'est un petit peu plus complexe parce que le goût n'est pas immédiat, mais je crois qu'il faut faire, la différence entre l'entreprise X fabrique la marque Y et la marque Z, et les marques Y et Z sont identiques. Ce qui est une vue de l'esprit, c'est pas vrai. Alors maintenant, je ne suis pas dans le secret du cahier des charges de l'ensemble des marques, Grande Conso ou autres d'ailleurs. Hein, je peux répondre. Mais c'est pas parce qu'une entreprise fabrique plusieurs produits que ces produits-là sont identiques. Et je crois que quand on le voit comme ça, on se dit bah oui, c'est évident. Oui, c'est vrai. Par exemple, sur la farine, vous avez c'est incroyable parce que c'est quand même quelque chose qui a l'air de rien du tout. Quand j'ai lancé les farines à pain Francine, c'était vraiment les premières farines à pain Grande Conso, on est dans un groupe meunier, je me suis dit, il y aura la complexité, c'est le développement marketing, c'est le package, c'est l'ensemble, mais c'est pas le produit par lui-même. Et ça a été un casse-tête chinois que d'arriver à sortir le bon produit. Parce qu'on savait parfaitement bien faire de la farine pour des boulangers, mais être boulanger c'est un métier. Et puis c'est des équipements particuliers, c'est-à-dire que c'est des fours, des températures contrôlées, des pétrins, etc. Et il fallait moi que mon produit fonctionne entre toutes les mains, avec des ménagères qui allaient le faire à la main, d'autres qui allaient le faire déjà à la machine à pain, parce qu'il y avait un petit peu de machine à pain, dans des cuisines différentes, avec des hygrométries différentes, avec des températures différentes, avec plus ou moins de savoir-faire. Enfin, il fallait que ça marche, puisqu'il y avait la marque dessus. Et ça a été vraiment redoutable. Et c'est là que j'ai découvert que tous les Français comprennent qu'un vin, par exemple, il va avoir un goût différent s'il est fait avec des raisins différents ou si les raisins sont produits dans des sols différents. Le blé, c'est pareil. On a des blés qui font de très bons pains, puis on a des blés qui ne gonflent pas et qui font de très bonnes crêpes, par exemple. Donc il y a une alchimie derrière, c'est très complexe. Alors, c'est là qu'on arrive à la notion de relation qui est plus qu'une relation commerciale de vendeur et d'acheteur, qui est une relation de producteur et d'utilisateur et de conseil à l'utilisateur. Au-delà de la notice qui est marquée derrière, vous parlez de la disponibilité du produit, du bon produit qui va aller pour le bon usage, des différences entre l'expertise des consommateurs.
comment vous prodiguez ce conseil? On peut vous écrire, on a la réponse 8 jours plus tard. Mais si je veux faire un gâteau tout à l'heure... Alors, si vous voulez faire un gâteau tout à l'heure, vous faites www.francine.com. Alors, vous le ferez encore plus facilement dans quelques semaines, parce qu'on aura le nouveau site qui va sortir, monamifrancine.com, qu'on pourra aussi joindre par le www.francine.com. Et vous avez toutes sortes de recettes. On n'est pas les seuls, hein, le web. Mais on a essayé vraiment de retourner sur le basique, au lieu d'avoir 70 000 recettes de gâteaux au chocolat, avoir là les quelques recettes qui marchent à tous les coups, qui sont inratables, qui sont bonnes, qui sont ceci, qui sont cela, et retrouver vraiment les fondamentaux. Donc ça, c'est une forme de réponse. Au-delà de ça, et c'est une question intéressante de vous poser, parce que on a eu le sentiment que Francine était devenue, en écoutant nos consommatrices, en écoutant les ménagères, était devenue vraiment un synonyme de cuisine, en fait. Peut-être parce que c'est un ingrédient qui est très simple, qui est très basique, qu'on s'approprie. C'est pas un produit fini, c'est même pas un produit semi-fini, c'est vraiment, on en fait quelque chose soi-même, on le transforme. Et puis en même temps, cet ingrédient, il va du sucré au salé, il va de l'entrée en plat, en dessert. Donc il y a une espèce de fil blanc, en fait, de la cuisine. Et il y a une vraie association Francine Cuisine. Et on a créé, on va faire la 6e année, un événement national qui s'appelle Cuisines en Fête, fin septembre, dernier week-end de septembre, où on a vraiment développé la notion d'une fête de la cuisine, comme il existe une fête de la musique, avec pour objectif de redonner l'envie au plus grand nombre, et puis les moyens de cuisiner sans plaisir. Et à cette occasion-là, tous les ans, depuis maintenant 3-4 ans, on diffuse des carnets recettes qu'on offre lors de plein d'événements et d'animations. On en diffuse un peu plus de 400 000 quand même, c'est assez considérable pour une entreprise comme la nôtre, avec plein de petites recettes, et là aussi pour les enfants, enfin pour les petits chefs, pour les débutants, et puis pour les cordons bleus, vraiment de tout niveau. C'est une façon aussi d'être au cœur de la... Pour moi, c'est vraiment être au cœur de la relation client, ça. Alors cette fête de la farine, cette fête de la cuisine, ça n'a rien à voir. Ça se passe comment? C'est chacun chez soi fait des gâteaux ce jour-là, ou est-ce que c'est dans les rues Alors ça se passe comme on veut, comme on peut. Ça se passe aussi à travers des initiatives locales. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est une petite structure et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas les moyens de faire un barnum d'enfer, de faire le train de machin, etc. Par contre, on a les moyens, on a une petite agence, enfin une belle agence d'ailleurs de relations presse, et on a les moyens d'inciter les gens à se mobiliser. Et il y a plein d'initiatives, je crois qu'on va avoir, on a fait le point, on n'est pas loin des 500 initiatives aux 4 coins de la France. Bercy Village, par exemple, on est juste à côté, pendant les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, sera aux couleurs de Cuisines en Fête, avec des stands, avec des démonstrations de cuisine, avec des animations. Les magasins également vont participer, des enseignes nationales. Geneviève Le Tue, par exemple, qui est une enseigne d'art de la table, dans ses boutiques, va remettre les livrets recettes. Les magasins Pulsa, la chaîne de magasins Pulsa, qui est aussi en électroménager, va faire la même chose. Cette année, Système U s'associe à nous. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Super. Et il y a des enseignes, mais il y a aussi il y a le cours de cuisine de Madame Dupont à Trifouillet-les-Trois-Oies qui va, à cette occasion-là, organiser un concours de quelque chose. Il y a vraiment... Est-ce que vous avez primé la meilleure recette de votre... Madame Michu qui a trouvé la... Non, parce que c'est subjectif. Alors par contre, cette année, on a lancé quelque chose de nouveau. On a lancé le défi du fait maison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était quelque chose qui avait vraiment des racines profondes, mais qui restait l'apanage des aficionados de la cuisine. C'est-à-dire que j'aime cuisiner, génial, c'est la fête de la cuisine, j'invite mes copains, on cuisine tous ensemble, on fait les courses ensemble, et c'est vraiment festif, comme la musique est quelque chose de festif. Mais ça restait à ceux qui aimaient. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus pour remettre les gens, leur redonner le goût et le plaisir de faire soi-même. Donc on a lancé ce défi du fait maison qui va prendre forme cette année pour la première fois, où on dit aux gens, relevez ce défi, inscrivez-vous et dites-moi je fais quelque chose. Alors on leur donne des idées de recettes par catégorie. S'ils veulent faire une autre recette, ils le font, ils sont totalement libres. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour dire votre recette elle est bonne, on n'est même pas là pour aller goûter. Par contre, il y aura un tirage au sort d'une personne désignée, on ira chez elle vérifier qu'elle a bien, on lui demande de faire. On n'est pas pour dire c'est mieux, c'est pas bien, c'est ceci, on n'est pas donneur de leçons. Ouais. On est incitateur, on est facilitateur de je me remets à cuisiner. Ah, c'est superbe, très très bien ça. Alors,
Donc, vous n'êtes pas au fourneau, vous n'êtes pas au laboratoire, vous êtes au marketing et au développement. Ça consiste en quoi, le développement? Parce que vous dites tous les gens utilisent la farine, tous les gens ont l'impression d'acheter déjà votre marque, ou pratiquement. Il est où votre enjeu? C'est quoi votre challenge à vous? Ben, ça a été, par exemple, quand je suis arrivée à cette marque, de sniffer qui avait des tendances à faire son pain soi-même et qui était encore assez underground, et de développer une gamme de farine à pain, par exemple, qui aujourd'hui représente quand même une part importante de notre business et de nos volumes. C'est en permanence être à la recherche de l'optimisation. Alors c'est pas forcément, ça peut être le nouveau produit, l'innovation, la rupture, le machin. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement l'amélioration d'un emballage, ça peut être l'amélioration d'une recette, ça peut être mettre en place une fête de la cuisine par exemple pour redonner davantage d'envie, etc. C'est vraiment quelque chose de... c'est faire en sorte que la marque et ce marché se développent. C'est très particulier de s'occuper du marketing d'une marque qui est seule sur son marché. Ouais. Ça m'était jamais arrivé. Alors au début on est tout content, c'est génial, j'ai pas de concurrence, taratata. 12 mois de vacances par an, c'est quand même c'est-à-dire qu'on doit, au lieu de se battre pour développer sa part de marché, on doit avant tout développer son marché. C'est-à-dire que développer un part de marché d'un marché qui devient peau de chagrin, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il faut développer le marché pour ensuite pouvoir assurer et développer sa part de marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait le lit de son propre concurrent, mais c'est quasiment incontournable, c'est notre métier, c'est notre rôle en fait de marque nationale, et c'est aussi notre rôle vis-à-vis de la distribution. Alors, si on vous écoute, on a l'impression que le succès, il est passé par l'émergence d'une relation de plaisir entre votre consommateur et votre produit. Oui, je pense que ça en fait vraiment partie. Si on fait le lien en disant la farine, le pain, les machines à pain, faire son pain soi-même, consommation de farine, et puis les relations, les forums des gens qui parlent de la manière dont ils réussissent ou ratent leur pain, etc., c'est une modification de la relation au produit. Oui, avant, c'est un produit qu'on met toujours en basique dans son armoire. Et le là, produit, il ne frappe pas dans le placard en disant sortez-moi de là. Ouais. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai des amis qui également font ce même métier, qui sont sur des produits alimentaires à durée de vie courte, ou etc. Quand le paquet de leurs produits est passé de l'étagère ou du meuble froid au caddie de leurs consommatrices, ils ont fait 99% de leur boulot. Moi, j'en ai peut-être fait 10, 15, 20. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien de vendre un produit, mais si derrière il n'est pas détruit, si je l'ai vendu parce qu'il est en promo, on a dégradé notre marge, on a dégradé notre profitabilité, notre rentabilité même, hein. Et on n'a rien fait derrière. C'est-à-dire qu'on doit réellement donner envie de faire quelque chose avec de la farine et ensuite faire en sorte que le produit va être acheté. On est vraiment dans une logique différente. Alors il va falloir sortir et favoriser l'émergence du Parker de la farine. Le guide Parker des vins, et là vous faisiez le lien tout à l'heure, et en fait il faudrait qu'on permette aux gens de comprendre les différences entre les différents terroirs de farine. Et... je ne sais pas si ça va jusque là, c'est-à-dire que c'est vrai, on a tendance à dire que trop de services tue le service. Je pense que trop de segmentation sur des produits comme ça va finir par faire peur. Les gens auront peur de ne pas avoir acheté la bonne farine. C'est un peu ce qui se passe à l'étranger avec les vins français qui sont tellement compliqués, tellement magnifiques, tellement machin, mais que sur un grand cru de Bordeaux, il y a toujours écrit le mot Bordeaux, puisque par définition on va être château ceci ou sur une appellation très, très pointue, et que finalement un Américain du Middle West, on disait oh là là, c'est quoi ça? Et je ne voudrais pas qu'on arrive à la même situation sur la farine, c'est-à-dire que oui, c'est bien de segmenter, mais il y a une limite, c'est que cette segmentation elle doit être à bon escient. Et elle doit réellement correspondre à une attente, c'est-à-dire que je vais faire de la farine pour faire fabriquer mon pain. C'est indispensable d'avoir des blés panifiables, etc. Et la sélection du blé va être fondamentale. Mais là, je vais pas. Oui, je l'écris dans un coin de l'emballage, mais c'est parce que c'est de la Francine que le produit doit fonctionner. Et quand il est acheté, c'est parce que c'est Francine qui l'achète et que la confiance elle existe. Donc cette confiance ne peut pas être rompue, bien évidemment. Mais le discours, c'est, voilà, Francine vous développe quelque chose pour faire votre pain. Et puis quand on a compris que certaines personnes adorent cuisiner leur pain comme elles cuisinent
blanquette avec plein d'ingrédients. Donc elles vont mélanger les farines, elles vont essayer des petites crèmes de ceci, des petites crèmes de cela. On leur fait des produits spécifiques en matière première. Et puis certaines adorent avoir un truc tout prêt, je coupe, je verse de l'eau. On leur fait aussi des sachets d'ose. Donc c'est plus en écoutant, en comprenant, en comprenant que les consommateurs ne sont pas monolithiques, mais que le même consommateur n'est pas monolithique selon les périodes de la journée, même de la semaine. Enfin, on parle beaucoup du ras-le-bol de cuisiner ou du ras-le-bol de... Et c'est vrai, qu'est-ce que je vais encore faire à manger? Et la même consommatrice, la même consommatrice qui parfois va vous dire j'en ai marre de faire à manger, adore cuisiner. Mais faire à manger, c'est l'obligation, voilà, c'est l'obligation le soir qui consiste à remplir l'estomac des charrettes blondes dans un temps record, etc. C'est la femme, et cuisiner, voilà. C'est le mari. Et cuisiner, c'est peut-être même avec les charrettes blondes, mais c'est un autre moment, c'est décontracté, c'est en famille, c'est faire un gâteau avec les gosses le mercredi après-midi, c'est autre chose. C'est festif. C'est festif. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, on va avoir le ras-le-bol du faire à manger que la même personne ne va pas avoir envie. Je crois qu'il ne faut pas la classer dans « bon, bah celle-là, c'est terminé, elle ne cuisinera pas ». Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. Je trouve qu'on a découvert quelque chose sur la farine et sur Francine, et ça donne envie de faire des gâteaux déjà. Et merci de tous ces conseils et ces retours d'expérience.